débat, à vous de juger, sur la RTB Radio, une émission diffusée en synchronisation sur l'ensemble du réseau de radio partenaires. Aujourd'hui, cette émission sera co-animée avec mon confrère Nangdo Jean-Gilbert Onga, journaliste au service des sports. Jean-Gilbert, bonjour. Bénédicte Zouré-Saoudgo, bonjour. Le président de la Commission électorale nationale, Séni Noutournamed Bali, a procédé le samedi 4 janvier dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au lancement officiel de l'opération d'enrôlement sur le fichier électoral des Burkinabés de l'extérieur à travers 22 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. À la clôture de cette opération, le 26 janvier dernier, sur une estimation globale de 1,5 à 2 millions d'inscrits sur le fichier électoral des Burkinabés de l'extérieur, seulement 22 858 compatriotes ont pu effectivement prendre leur carte d'électeur. Votre émission de débat veut essayer de comprendre et pose donc la question. Oui, Jean-Gilbert Onga, que s'est-il passé? Pourquoi nos compatriotes de l'extérieur n'ont-ils pas voulu s'inscrire ou s'enrôler massivement? Faut-il voir un signe de désintéressement pour les élections à venir? Quelles sont les conséquences politiques de cette situation? Faut-il proroger le processus? Était-il judicieux d'investir autant d'argent pour pareil résultat? Est-ce que finalement c'était prévisible? Autant de préoccupations que nous tenterons d'aborder avec nos invités. Et nous recevons pour ce plateau donc Monsieur Roger Sawadogo, secrétaire à la formation politique du mouvement patriotique pour le salut MPS du professeur Augustin Loada. Vous êtes là au titre de l'opposition. Monsieur Sawadogo, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons également Monsieur Ali Batra Ouedraogo, président du Rassemblement des Patriotes Renouveau. Vous êtes secrétaire à la communication, porte-parole de l'APMP, l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. Vous êtes là au titre de la majorité présidentielle. Monsieur Badra, bonjour. Merci de m'avoir invité et bonjour à vous. Monsieur Siaka Koulibaly, vous êtes analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous avons également invité la CENI qui a décliné l'invitation au motif qu'elle ne veut pas débattre avec personne sur ce sujet. Donc nous allons échanger sans la CENI, c'est dommage. Première question pour entrer dans le sujet. Donc les chiffres attendus étaient de l'ordre de 1,5 million à 2 millions d'électeurs à l'étranger, mais au final on se retrouve avec moins de 25 000 inscrits. Pour le président de la CENI, c'est une grande et étonnante surprise. Quant à vous, quel est votre commentaire? Je commence par vous, qui êtes de l'opposition, Monsieur Sawadogo. Merci beaucoup, madame. Bon, je voudrais tout d'abord vous dire merci pour cette émission. Je me rappelle qu'hier, à côté, au niveau donc de notre siège, nous avions animé une formation sur l'enrôlement, en tout cas, de nos militants. Et donc, c'est une excellente initiative. Je voudrais dire d'abord que c'est une question donc de volonté politique qui n'a pas été suffisamment affirmée. Parce qu'il y a un écart entre la volonté politique qui a été affichée donc dans les documents par rapport à celle en tout cas sur le terrain. Quel commentaire ces chiffres vous inspirent? Le commentaire, c'est un échec. C'est un échec parce que si vous investissez environ 30 milliards pour quelque chose donc de 1,5 million et vous vous retrouvez avec 25 000, si vous divisez 25 000 par 1 million et quelques, ou bien 2 millions d'électeurs potentiels, vous vous retrouvez avec un taux de 1%. Donc c'est un échec. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sawadogo. Je donne la parole à la majorité. Monsieur Badra, quel est votre point de vue là-dessus? Bien, merci. Je voudrais tout d'abord faire observer, comme mon frère Sawadogo l'a dit, que dire que ce n'est pas un échec, c'est faire dans la démagogie. Et nous sommes reconnus pour être donc de ceux-là qui apprécient les choses de façon objective. Donc également au niveau de la majorité, nous constatons que ce fut un échec cuisant parce que évidemment pour les ambitions qui avaient été annoncées au départ et à l'arrivée donc avec le nombre d'inscrits que nous avons donc observé, sans embâche, il faut le dire, c'est un échec. Maintenant, il ne faut pas, selon nous, imputer donc cet échec à la CENI ou à une composante donnée. Je crois que l'échec, en tout cas, tous les acteurs du processus électoral peuvent être désignés, sont comptables de l'échec. Voilà, parce que la CENI est un instrument opérationnel qui effectivement met en œuvre donc le processus électoral. Mais il faut dire que l'ensemble des acteurs politiques, la société civile, c'est à nous effectivement de participer à l'animation de la vie politique nationale en sensibilisant, en mobilisant pour que nos militants, les sympathisants, les citoyens simplement, puissent donc se faire enregistrer sur le fichier électoral. Si cela n'a pas été fait, on va revenir plus tard, mais je constate que l'échec en tout cas est imputable à l'ensemble des acteurs du processus électoral. On verra tout à l'heure vos insuffisances dans ce domaine-là. Monsieur Koulibaly, dites-vous, vous êtes analyste politique, quand vous avez vu ces chiffres-là au soir du
du 26 janvier. Qu'est-ce que cela a suscité en vous? Moi, je n'ai pas tellement été surpris par les chiffres, non pas du tout. Pour ceux qui suivent de près ces questions, on sait que l'engouement est en deçà de ce à quoi on doit s'attendre, d'une manière générale, parce que on sait qu'il y a une tendance assez historique de désaffection des citoyens vis-à-vis des questions politiques d'une manière générale, mais électorales en particulier. Et en 2012, il y a eu déjà un recensement à l'extérieur qui n'a pas donné les résultats auxquels les gens s'attendaient. Il y avait un chiffre ridicule de 2000 inscrits comme ça en général. Donc on savait déjà à peu près que des chiffrages de ce type-là pouvaient arriver. Dans le cas précis où c'est sûr que des questions précises vont permettre d'aboutir à des aspects. Les débats qui ont eu lieu avant l'enrôlement, notamment les documents qui vont servir et les conditions d'organisation de l'enrôlement, présageaient déjà que ça allait être difficile d'avoir un rush citoyen de l'extérieur pour cet enrôlement-là. Mais M. Coulibaly, apparemment, les Burkinabés de l'extérieur ont demandé à corps et à cri leur implication, sinon leur prise en compte donc, dans le processus électoral. Oui. On ne comprend pas pourquoi ils ne se sont pas déplacés pour se faire enrôler. Alors, quelles peuvent être les causes possibles donc, de cet échec? Les Burkinabés de l'extérieur ont demandé pendant longtemps leur participation au scrutin, aux différents scrutins, mais la façon dont cette participation a été organisée a amené beaucoup, et j'ai discuté avec plusieurs d'entre eux, à bouder en fait le processus. Pour la plupart, la question de la carte consulaire, la manière dont ça a été traité a mis beaucoup dans des dispositions pas très agréables vis-à-vis de leur État d'une manière générale. Parce que le fait de remettre en cause un document administratif qui est utilisé par toutes les personnes vivant à l'extérieur d'un pays, puisque ce sont des usages diplomatiques. À l'intérieur, on utilise la CNIB. Quand vous êtes à l'extérieur, vous utilisez la carte consulaire. Parce que la carte consulaire est délivrée par le consul, celui qui réside le plus proche de la personne. Donc capable de dire, oui, effectivement, il habite à Marcory, il habite à Soubré, ou etc., etc. Et vous avez vu que quand le débat avait eu lieu, le ministre des Affaires étrangères était sorti à plusieurs reprises pour certifier que le document consulaire est de bonne qualité. Il avait dit ça. Bon, c'est d'autres acteurs qui discutaient sur la qualité. Donc, ça met en fait que, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, on avait plus de 900 000 qui avaient la carte consulaire déjà. Le fait que ces documents n'aient pas été pris en considération et qu'il fallait aller chercher une CNIB particulière, il y a déjà un espace pour ne pas adhérer au processus, pour des questions de temps, des questions, etc., etc. Donc, cela a fait qu'il y a une sorte de désaffection qui a eu lieu. L'enrôlement n'a pas été organisé partout où on va faire l'élection. C'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert les bureaux un peu partout. C'est dans les consulats généraux. C'était dans les consulats que c'était organisé. Oui. Donc, pour certains, quand vous voyez la dispersion de la population des Burkinabés en Côte d'Ivoire, je prends cet exemple parce que c'est là où il y a le plus de Burkinabés, il y a une dispersion dans certaines zones précises. Vous avez la zone d'Abidjan, la zone de Soubré et la zone de Bouaké. Donc, il suffit de ne pas être proche du consulat, d'avoir besoin de se déplacer pour aller peut-être passer 2 nuits, etc., que ça peut devenir des facteurs qui... Voilà. Ensuite, au dernier moment, il semble qu'on a demandé aux gens pour s'inscrire d'avoir à la fois la CNIB et la carte consulaire. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas venus avec leur carte consulaire n'ont pas pu s'enrôler. Donc, une fois qu'ils ont répandu ce type de rumeurs, pour les gens qui ne sont pas habitués à des grosses réflexions, etc., bon, ils préfèrent faire autre chose que de forcer à vouloir s'inscrire. Merci beaucoup. Tout cela peut se mettre ensemble pour expliquer pourquoi on n'a pas eu assez de... D'accord. Merci beaucoup, monsieur Coulibaly. Je donne la parole à monsieur Badra avant de venir à vous, monsieur Sawadogo. D'accord. Non, je voulais peut-être dire que ce que monsieur Coulibaly a dit, c'est entre autres un certain nombre de raisons qui peuvent donc expliquer effectivement ce faible taux d'enrôlés qu'on a pu constater, mais on ne saurait donc réduire ce fait-là au problème des cartes consulaires. D'ailleurs, je fais observer que cette question de la carte consulaire a été un point qui était inscrit donc à l'ordre du jour des débats au niveau donc du dialogue politique. Donc cette question pour nous, elle est épuisée puisque la classe politique dans son ensemble n'a pas pu trouver un consensus autour de la question et c'est sur la base effectivement donc du code qui fait en sorte que la carte consulaire ne peut plus être retenue comme document de votation mais uniquement
la carte nationale d'identité burkinabé et le passeport ordinaire qui devait donc servir donc effectivement comme document devant pouvoir permettre aux citoyens de pouvoir s'inscrire donc sur le fichier électoral. Mais en réalité, il a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Restons en Côte d'Ivoire et faisons observer également que les chiffres sont têtus. Il y a près de 600 000 de nos compatriotes en Côte d'Ivoire qui disposent de la CNIB. Et je me dis que si réellement c'est le problème... Sur quelle base vous dites ça? C'est des informations que nous avons. Et si vous pouvez donc vérifier, près de 600 000 Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire disposent de la CNIB. Auprès de l'ONU. Voilà. Et si on allait donc faire, un report mécanique, on se dit quand même que même si tous les 600 000 n'avaient pas pu s'inscrire, au moins on aurait pu avoir 100 000 ou 200 000. Mais je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il y a un désamour, une désaffection totale des citoyens par rapport donc aux politiques, surtout les questions de politique politicienne, question de politique à connotation électorale. Pourquoi je dis ça? Même si vous prenez à l'intérieur, combien de Burkinabés participent effectivement au vote? Sur un potentiel électoral de près de 5,5 millions au Burkina Faso, au plan national, vous voyez que de 8 millions, il n'y a pas plus de 3 millions de Burkinabés qui participent effectivement au vote. Donc cela repose effectivement de façon centrale la question, la crise de confiance qu'il y a entre les citoyens et les politiques que nous sommes. C'est pour cela, j'estime que ce que nous venons donc d'enregistrer, à travers bien sûr les moyens colossaux qui ont été injectés pour l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur et au vu des résultats, pose effectivement la question nodale de notre responsabilité en tant que politique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de déplacer le problème? Parce qu'en réalité, les Burkinabés de la diaspora ont pendant longtemps demandé... Non, je vais vous dire, j'ouvre une parenthèse pour dire que ça a été donc une demande pressante depuis longtemps et que c'est sous le magistère du président Rochman Christian Kaboré que cela donc a été acté. Et nous devons donc noter ça également comme étant une dividende politique majeure. Moi, j'ai suivi la conférence de presse qui a été animée par le plan de la CENI. Il dit, avant bien sûr que le projet ne se mette en place, près de 5000 demandes, lettres qu'il a reçues de la part donc d'associations de Burkinabés vivant à l'extérieur. Mais même si eux-mêmes seulement, ces responsables avec leur bureau, devaient donc aller s'enrôler, évidemment on ne serait pas à ce chiffre. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité on a mal préparé la question. Parce que le lien affectif qu'il y a entre le Burkinabé de l'extérieur et son terroir, donc le Faso, est-ce que ce lien, on a voulu donc le transposer pour dire automatiquement c'est un lien politique ou militant qu'il y a entre le citoyen burkinabé à l'extérieur et son pays. C'est un peu ça le problème. Donc, je crois que c'est une question... Vous avez parlé de la responsabilité des différents acteurs. Vous, au niveau de la majorité présidentielle, quelle est votre responsabilité à vous dans cet échec? Non, c'est comme ce que je dis. Le travail de sensibilisation, de mobilisation des lecteurs pour pouvoir effectivement s'enrôler et aller voter, exprimer son choix, pour donc faire le choix des dirigeants qui répondent donc à leurs aspirations. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ce travail? Non, c'est pour vous dire, mais vous avez vu que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, tout le monde a été à Abidjan. Il y a eu des salles qui ont été remplies recto verso, mais à l'arrivée, vous avez vu le résultat. Non, donc, pas pour l'instant de la majorité. Non, c'est pour dire en réalité que nous avons mal ficelé le problème. Il lui fallait donc faire une étude, à mon sens, qu'on n'a pas faite, mais ça c'est du ressort de la CENI, pour effectivement s'assurer que cette opération allait réussir, parce que nous sommes convaincus que les questions de documents, les questions de distance avec donc les lieux d'enrôlement devraient pouvoir donc n'est pas des obstacles pour chose. Et j'ajoute pour terminer qu'il y a aussi de l'impréparation, parce qu'on a senti que la CENI était un peu pressée pour aller sur le terrain, pendant que le code même n'était pas encore relu au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est sur la base donc, de l'ancien code que ça a été fait. Nous nous posons donc la question de savoir quelle serait donc, peut-être le doyen Siaka va me répondre, quelle serait donc la validité de ces inscriptions une fois que le nouveau code électoral a été donc adopté à l'Assemblée nationale. Madame Zouré, permettez-moi de revenir avec M. Batra. Vous avez dit que la CENI était pressée. C'est vous qui êtes le gouvernement. C'est vous qui donnez la conduite. Mais je vais vous dire, moi j'ai la chance. Est-ce que c'est parce qu'on dit que la diaspora ne vous est pas favorable que vous avez laissé faire tout en sachant? Non, il n'y a pas. Moi je ne vais pas revenir à ces questions-là parce que pour moi c'est tirer un peu le débat vers un certain niveau qui n'est pas intéressant. Parce que personne n'a une chose aujourd'hui, parce que l'élection n'a pas encore été faite, pour dire que la diaspora est un électorat pro-opposition ou pro-majorité. Donc je ne veux pas rentrer dans des questions de sorcellerie. Ce n'est pas mon intention. Mais je dis simplement que moi j'ai la chance d'être membre du comité de suivi du dialogue politique. Nous étions en réunion quand cette question nous est revenue. Et vous savez que la question de la lecture du code électoral à minima a été donc posée au dialogue politique et il y a eu un consensus là-dessus. Nous avons dit que étant donné que le code n'a pas encore été relu, nous demandons à ce que la CENI sursoie effectivement du président. Et séance tenante, le ministre Siméon Sawadogo a appelé le Premier ministre qui a adressé le 27 novembre une lettre au président de la CENI, lui disant donc, étant donné la situation, il faut sursoir pour qu'on puisse voter le code. Mais on nous a sorti l'argument des délais pour aller donc sur le terrain.
Donc nous, au niveau du dialogue politique, nous attendons à ce que cette question nous revienne pour qu'ensemble on puisse voir quel est donc le timing, le bon, pour pouvoir donc opérationnaliser les choses. Donc la CENI avait son agenda qui n'était pas le nôtre. On va revenir là-dessus. Mais en attendant, je donne la parole à M. Savadogo pour donner son point de vue sur les causes profondes. Moi, je voudrais revenir sur deux aspects. Allez-y. Le premier aspect, c'est la désaffection, en tout cas, des citoyens, de plus en plus, en tout cas, à l'autorité politique. Quand on regarde effectivement les dernières enquêtes donc, de Afrobaromètre, les enquêtes indiquent que les citoyens ont de plus en plus confiance plutôt aux autorités même coutumières qu'aux autorités politiques. Donc c'est un message que, en tout cas, cet enrôlement lance en tout cas à l'endroit donc de la jeunesse. Je pense que la diaspora aujourd'hui est en train donc de rechercher donc des repères qui aujourd'hui, parmi les candidats déclarés, vous savez très bien qu'il y a des candidats qui sont déclarés. Est-ce que sur la base donc des candidats déclarés comme tels, faut-il aller se faire enrôler et participer en tout cas à des élections? Bon, nous, à notre niveau, on n'a pas de candidat qui est déclaré. Mais est-ce que sur la base donc déjà... À votre niveau, au niveau de l'opposition au niveau de l'opposition, de façon générale... Bon, mais si, quand même, il y a des candidats de l'opposition. Je parle particulièrement du MPS. Ah, voilà, nous n'avons pas de candidats déclarés. Est-ce que sur la base donc de ces candidats-là, moi, en tant que citoyen, puisque ce sont les mêmes acteurs, en tout cas depuis presque 1960, quel intérêt, en tout cas, aller s'enrôler et se faire... Monsieur Savadogo, vous avez créé votre parti pour conquérir le pouvoir. Très bien. Qu'est-ce que vous dites à vos militants? Très bien. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire au niveau donc, du MPS. Jusqu'à ce que les enrôlements terminent, chaque semaine, nous avons donc des formations au profit donc de tous les militants, aussi bien au niveau national qu'au niveau donc de toutes les provinces. Donc, et c'est ce travail de sensibilisation qu'il faut faire. Aujourd'hui, pourquoi on dit que la responsabilité, c'est vraiment le gouvernement? C'est le gouvernement parce que, aujourd'hui, je suis d'accord avec Badra quand il dit que on doit inscrire ça, en tout cas, à l'actif donc de Rochemar Christian Kabouré. Mais qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour accompagner cette initiative qui est de faire participer la diaspora? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà de qui là? Je parle donc du gouvernement. Voilà. Je parle donc du gouvernement. Quelle initiative? Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vouloir mettre tous les péchés sur le président Kaboré aujourd'hui. Vous mettez l'échec sur le président Kaboré. Non, c'est pas que je vous défends. Non, mais si vous dites la vérité, il faut quand même que je le reconnaisse. Voilà, parce qu'il y a... Laissez qu'il termine et puis je reviens à vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, au-delà de décréter, les Burkinabés de la diaspora vont participer. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû étudier la question. Parce que c'est une question qui a été abandonnée pendant longtemps. Est-ce qu'on doit décréter ça comme la participation des Burkinabés de l'intérieur et puis on s'assoit? Non. Et nous avions compris cela à notre niveau. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Parce que même à l'international, je peux vous envoyer donc des photos de nos militants qui ont dépensé plus de 400 000 francs pour se faire enrôler au niveau donc des États-Unis, au niveau donc du Canada. Donc c'est pour dire qu'il y a un travail de fond qui revient aux hommes politiques. Mais nous comprenons tout simplement par le simple fait que nous perdons de plus en plus, en tout cas, confiance vis-à-vis de ces autorités politiques qui nous gouvernent depuis presque 1960. Je voulais peut-être relever rapidement quelque chose, parce que quand vous écoutez les discours de l'opposition, d'une manière générale, on accuse le régime de tous les péchés d'Israël. Non, je dis le vote de Burkinabé de l'extérieur, comme le vote de Burkinabé de l'intérieur, c'est un droit. C'est un droit. Et comme tout droit, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité donc d'en jouir ou de refuser de ne pas en jouir. Il n'y a pas une contrainte en matière électorale au Burkina Faso. Monsieur Badra Ouedraogo, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, il n'y a que Soubre, Bouaké et Abidjan pour se faire enrôler. Peut-être que vous connaissez la Côte d'Ivoire comme moi. Si vous êtes dans la zone de Vavois, soit Soubre, soit Bouaké, vous n'avez pas moins de 200 kilomètres à faire. Mais c'est pour cela. Paysans. Quand on rejette la responsabilité peut-être sur le gouvernement, c'est peut-être cette étude qui n'a pas été les points d'enrôlement. L'opposition avait posé ce problème. Est-ce qu'objectivement, l'éloignement n'est pas une cause majeure de... C'est pour cela que je dis, j'en conviens, parce qu'au dialogue politique, on a retenu que dans le processus de lecture à minima du code électoral, il faille effectivement prendre attache avec les différents pays ou autres où nos ambassades et consulats se trouvent, pour qu'en tout autre lieu, quand cela est rendu possible ou nécessaire, qu'on puisse ouvrir un bureau de vote. Mais il aurait fallu attendre que la loi passe donc à l'Assemblée nationale. C'est pour cela que je dis qu'effectivement, il y a eu un empressement. Pourquoi il fallait forcément attendre? Oui, parce qu'avec le nouveau code électoral qu'on a, effectivement, il y a la possibilité d'ouvrir des bureaux de vote à proximité des électeurs. Donc, en accord avec les pays autres. Mais c'est ce qu'on n'a pas attendu. Donc, je dis de façon générale qu'il faut éviter effectivement de faire reposer la responsabilité entière
au régime en place, qui a eu d'abord le mérite de faire donc rentrer cette loi dans l'ordonnancement juridique au niveau du Burkina Faso. Maintenant, je dis, il y a aussi peut-être de l'émotion ou de la passion autour de la question du vote des Burkinabés de l'extérieur. Mais quand vous prenez les pays qui nous ont devancés dans cette expérience, ça ne vole pas aussi haut. Le Mali est un exemple. Quand vous dites ça ne vole pas haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de participation du vote de la diaspora ou des diasporas, ça n'a jamais permis d'influencer de façon indiscutable. Ah, mais là, c'est aujourd'hui que vous croyez non, ça, non, pas du tout. Nous, nous sommes constants dans notre argumentaire. Mais je dis, pour revenir encore sur les causes, que tout ce que nous avons cité, même si ce sont les causes, il y a également que nos compatriotes qui sont dans ces pays depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, d'autres même sont nés là-bas, ils ont tout là-bas, mais en réalité, ils ont la double nationalité aussi pour certains. Je prends l'exemple du Ghana. Le problème que nous avons eu en tant que majorité au niveau du Ghana, c'est que nous avons des responsables de nos partis politiques qui sont également dans des instances dirigeantes des partis politiques au Ghana. Et le Ghana reconnaît la double nationalité. Mais à partir du moment où tu te rends éligible pour le Burkina Faso, tu ne peux plus prétendre à un poste électif au Ghana. Donc les gens font le choix aussi. Donc il y a beaucoup de raisons qui ont sûrement amené nos compatriotes à ne pas se mobiliser, mais nous pensons que c'est un droit qui leur est donc reconnu. Monsieur Koulibaly, tout le monde a parlé d'échec sur ce plateau par rapport à l'enrôlement des Burkinabés de la diaspora. À qui la faute à votre avis? Est-ce que c'est véritablement la CENI qui n'a pas fait son travail? Est-ce que c'est les partis politiques qui n'ont pas mis de l'argent pour sensibiliser et mobiliser les potentiels électeurs? Est-ce que c'est le gouvernement qui lui aussi est resté assis à mettre tout sur le dos de la CENI? Finalement, à votre avis, à qui la faute? Je pense que essentiellement la CENI est responsable pour au moins deux raisons. D'abord, le fait de ne pas bénéficier des changements que la nouvelle loi électorale accorde proposé, et qui aurait facilité un peu plus l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur. C'est aussi un problème, mais ce n'est pas l'argument réel qui a été évoqué par la CENI pour ne pas respecter donc... M. Badra parlait de calendrier. Ces changements, surtout que les choses se sont déroulées à peut-être 2-3 semaines d'écart seulement. Donc le décalage aurait peut-être permis d'avoir un nombre un peu plus important. Je crois que le principal aspect d'échec, c'est le montant qu'on a mis. 30 milliards. Voilà. Lorsqu'on va vous dire que pour 22 000 enrôlés, on a mis 30 milliards, ça c'est difficile à avaler par les Burkinabés dans le contexte où on se trouve aujourd'hui. Peut-être qu'on n'a pas tout utilisé. Oui, c'est vrai. 30 milliards. Mais le budget était de 30 milliards. On ne sait pas exactement combien a été utilisé. Donc, de prime abord, je pense que dès lors que la loi n'avait pas encore été changée, avec la possibilité d'ouvrir des bureaux d'enrôlement à tout endroit du territoire où on allait le faire, il aurait peut-être fallu redimensionner les missions, peut-être en diminuant le nombre ou le nombre de jours, etc. De sorte à ne pas donner cette impression de dépenses sans compter, qui va ressortir si on ne précise pas le montant exact qui a été utilisé. Bon, c'est possible qu'on ait utilisé que 1 milliard, hein. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas, mais je ne peux pas dévancer avant l'annonce par les responsables eux-mêmes. Mais en tout cas, cet aspect financier semble être le principal point d'échec, donc qui ramène la responsabilité à la CENI, encore une fois. Mais je voulais terminer en revenant sur la question de la carte consulaire. En fait, ceux avec qui j'ai échangé se sont sentis abandonnés lorsque le dialogue politique a conclu sur le fait de ne pas utiliser la carte consulaire. Parce que ceux qui sont à l'extérieur voulaient voir l'opposition arc-boutée autour de la question avec le pouvoir en place. Dès lors que l'accord politique a été fait sur le fait de ne pas utiliser la carte consulaire, ils se sont sentis en fait abandonnés. Du coup, ils se disent, bon, si on n'a pas besoin de nous, qu'ils fassent les élections entre eux. C'est un peu ce sentiment. Vous savez qu'en la matière, c'est des questions psychologiques, même si c'est un mensonge, ça peut circuler rapidement et beaucoup de gens vont se comporter en fonction de cette idée-là. Mais vous, en tant qu'analyste politique, pourquoi l'opposition accepte-t-elle cette position? Ça, vraiment, je peux pas le dire. Peut-être en voyant la détermination du pouvoir à ne pas concéder sur la question de la carte, parce que vous avez vu que sur la trentaine de points du dialogue politique, c'est ce seul point qui n'a pas fait l'objet de consensus. Donc peut-être pour préserver le consensus global qui avait lieu, l'opposition s'est dit, bon, en lâchant un point, un seul point, peut-être que ce n'est pas aussi grave que ça. Je ne suis pas à leur place, mais j'essaie de me donner les Je vais peut-être corriger sur cet aspect, je corrige qu'il n'y a pas eu en fait de consensus
quand vous dites que l'opposition a accepté, je ne suis pas là au nom de l'opposition, mais au moins on en a le devoir de rendre fidèlement les choses. L'opposition n'a pas accepté, ce qui fait que c'est le seul point qui est resté donc à un point de non-consensus. D'accord. Monsieur Savadogo. Bon, je voudrais revenir aussi sur le calendrier donc, de la CENI. Je pense que la CENI est en train donc de mettre en œuvre aussi une volonté politique d'un gouvernement ou du moins d'un président. Donc ça m'étonnerait que la CENI ait un calendrier qui soit en déphasage, en tout cas, du calendrier donc, du gouvernement, qui était donc de voter le nouveau code électoral. Et donc, cette contradiction, bon, nous, vraiment, on n'a pas le choix que de qualifier ça d'une inconséquence. Parce que vous ne pouvez pas avoir en tête, en tout cas, à mettre quelque chose en œuvre et ne soyez pas préparé, en tout cas, à la mettre en œuvre. Ça, c'est une contradiction. Mais la CENI, sont des représentants de l'opposition, de la majorité. Oui, vous êtes aussi à la CENI. Parce que le budget aussi donc, de la CENI, c'est qui vote le budget donc, de la CENI. Mais la CENI n'a pas parlé de problème de moyens. Oui, donc ça veut dire que si on a donné les moyens, ça suppose que sur tous les autres aspects, on s'est accordé. Et donc, ça, il y a un problème, en tout cas, dont la responsabilité est partagée grandement. Et la grande partie, en tout cas, revient au gouvernement. Et les partis politiques, là, vous avez fait quoi à l'extérieur pour motiver vos sympathisants? Par exemple, vous, le MPS, d'abord, nous avons mis donc des points de sensibilisation. Voilà. Dans chaque pays où nous sommes représentés, nous avons des... Ah, vous n'êtes même pas dans les 22 pays? Bon, nous ne sommes pas dans les 22 pays. Vous êtes en combien? Voilà. Bon, je n'ai pas les chiffres en tête. Oui. Voilà, mais dans les grands pays, Arabie Saoudite, États-Unis, Canada, France, en tout cas, en Côte d'Ivoire, voilà, nous avons des gens qui sont déjà là. Mais nous avions mis des transports en commun pour faciliter la mobilité. Parce qu'il y en a qui dépensent plus de 400 000 et voire 1 million pour en tout cas ces élections. Et ça, c'est pour s'enrôler d'abord. Et il y a les votes aussi qui vont venir. Donc, les partis politiques, dans leur grande majorité, n'ont pas fait un travail dans ce sens. En particulier, en tout cas, les pouvoirs en place. Tout ce que chacun a fait, c'est peut-être aller faire des meetings tout en oubliant que les salles se remplissent, c'est vrai, mais en réalité, ce sont des gens qui n'ont pas en tout cas la carte pour participer aux élections. Ah bon? En tout cas, les meetings se sont déroulés dans les grands centres, pas dans les zones reculées. Voilà. Je peux avoir la parole parce que ma soeur, visiblement, ne veut pas que je parle. Mais non, pas du tout, vous êtes là pour ça. Voilà, il faut que je parle. Je veux revenir un peu sur ce que le doyen Siaka disait, surtout par rapport à la carte consulaire. Je continue de croire qu'en réalité, ce n'est pas la seule explication. Moi, je prends un exemple que je détiens de la part du président de la CENI. C'est quand même une autorité qui dit que, par exemple, à Boaké, quand l'ONU est passé pour l'opération de délivrance massive des CNIB, il s'était donc entendu pour dire que les CNIB nouvellement confectionnés restent donc entre les mains du consul. Et comme il se trouvait que dans la même période, la CENI aussi serait là pour l'enrôlement, ceux qui viendront prendre leur carte, en même temps, on profite pour donc s'enrôler sur le fichier électoral. Ce qui n'est pas normal, entre parenthèses. Non, rien n'est pour... Non, puisque celui qui établit sa carte d'identité a besoin de sa carte d'identité pour bien sûr, je vais en venir. Ah, oui? Je suis en train d'en venir à ça. Donc, évidemment, la CENI arrive avec son kit, les opérateurs sont là, et le lendemain, les détenteurs, les propriétaires des cartes des CNIB viennent retirer leurs cartes. Oui. Toutes les 300 CNIB ont été retirées, mais ceux qui se sont inscrits ne sont pas nombreux. C'est pour vous dire qu'en réalité... Parce qu'il y a une condition, il faut être déjà enrôlé sur le fichier de Côte d'Ivoire. Si vous n'étiez pas au préalable sur le fichier consulaire, c'est difficile de vous faire enrôler. Non, je suis d'accord, parce que je vous parle du consul et du président de la CENI. Ça veut dire que tous ces préalables-là, normalement, ont été donc satisfaits. Okay. Maintenant, il restait à ce que les intéressés, une fois vous retirez votre CNV, vous puissiez vous immatriculer dans le fichier donc, de la CENI, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Non, on revient à la même question pour dire, entre le fait de détenir une CNIB, ça ne veut pas dire forcément qu'on veut l'utiliser pour participer à un vote. Revenons au plan local, au plan national. C'est la même chose. Beaucoup ont de CNB, mais beaucoup ne participent pas aux élections. Donc, je reste convaincu qu'il faut encore un travail de sensibilisation et d'éducation citoyenne auprès de nos concitoyens, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour qu'ils s'approprient donc le processus électoral. Sinon, tout ce qu'on est en train de dire, inter ne l'est pas. Moi, je crois que restons dans la dynamique que tout le monde est responsable, parce que l'échec auquel on est parvenu, c'est l'échec de la classe politique, de la classe sociale, de la CENI. Donc, pour moi, il n'y a pas donc quelqu'un qui est tête de turc plus que l'autre. Mais je dis que les 30 milliards dont on parle, si je me réfère toujours à ce qu'on nous dit au niveau de la CENI, c'est pour l'ensemble du processus électoral au niveau de l'étranger. Donc ça veut dire que ce n'est pas la phase d'enrôlement uniquement, c'est pour l'ensemble du processus jusqu'au vote. Si, en tout cas... Donc dans ça, là, on va organiser votre... Bon, de toute façon, la loi est claire. La loi est claire. Une représentation, un pays dans lequel on a 500 immatriculés à l'ambassade, il y a
des bureaux de vote qui vont s'ouvrir. D'accord. Et ce n'est pas par rapport donc, au nombre d'inscrits sur le fichier électoral, mais c'est là par rapport effectivement au nombre d'immatriculés dans le registre des ambassades et des consulats. Donc les bureaux seront ouverts. D'accord. Moi, je voudrais aussi qu'on ne perde pas de vue sur le coût de la CNV. Oui. Vous regardez au niveau national, vous constaterez qu'il y a des gens donc, de la majorité comme de l'opposition qui financent en tout cas l'établissement donc, des CNV. C'est pour dire qu'il y en a parmi nous. Permettez-moi, passe de 500 à 2500. Voilà. Donc c'est pour dire que même s'il y a des gens qui détiennent la CNV et qui ne participent pas, il y en a qui veulent la CNV, qui ne peuvent pas l'avoir et qui veulent participer aussi aux élections. Et je ne voudrais pas aussi qu'on regarde l'échec dans les autres pays comme le Mali qui a échoué, entre griffes, pour dire que, on savait que ça allait se passer comme ça. Si on savait dès le départ, pourquoi ne pas travailler à corriger? C'est ça aussi, c'est pas ce que je dis, je n'ai pas dit que... C'est ça aussi, gouverner, c'est anticiper aussi. Si les problèmes sont connus à l'instant T, pourquoi ne pas préparer les solutions à l'instant T plus 1? Et moi, je l'ai reconnu. Je dis, en amont, il aurait fallu faire une étude avant donc de lancer le processus. Sinon, je n'ai pas dit que le fait que ça n'a pas réussi, j'étais convaincu que ça n'allait pas réussir, c'est pas ce que je dis. Mais nous sommes en train de faire une analyse comparée. Il faut donc bien sûr avoir donc des éléments de référence. C'est tout ce que je dis. Sinon, je n'ai pas programmé l'échec de cet enrôlement. Je rappelle que nos invités sont M. Roger Sawadgo de l'opposition, M. Ali Batra Ouedraogo de la majorité présidentielle et M. Siaka Koulibaly, analyste politique. Alors, on a constaté tous l'échec. On a donc parlé des causes. Il y a donc un résultat qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Doit-on aller aux élections avec les 22 000 ou qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut proroger encore l'opération d'enrôlement? M. Batra, vous qui êtes de la majorité. Non, c'est d'abord une question à poser donc à la structure technique qui est chargée donc d'opérationnaliser dans le processus électoral. Dans l'interview du président de la CENI, le président de la CENI avance que la CENI reçoit donc des ordres. Oui, non, dire que la CENI reçoit des ordres, je crois que c'est trop gros. Si ça a prorogé, c'est au gouvernement d'en décider. J'allais en venir, c'est trop gros parce que je profite pour corriger ce que Sawadgo avait dit. En réalité, l'agenda du gouvernement de la CENI ne peut pas comprendre. La CENI n'est pas dans l'escarcelle du gouvernement, c'est pas vrai. La CENI est indépendante et toutes les composantes se retrouvent au niveau de la CENI, à parité, je précise. Donc c'est pour dire que, étant donné l'état des lieux qu'on connaît, je pense que le processus électoral est d'abord l'affaire de la classe politique, de la classe sociale en tant qu'observatrice. S'il y a une volonté commune à ce que tout le monde fasse le constat de l'échec et qu'il y ait donc des solutions qu'on peut envisager, je pense qu'en son temps, la classe politique va regarder. De toute façon, la majorité présidentielle n'est pas opposée. Parce que nous pensons que nous sommes dans un contexte assez difficile, le doyen Siaka l'a rappelé, qu'il faudrait que nous puissions mettre tout en œuvre pour organiser des élections qui ne vont souffrir d'aucune contestation. C'est pour cela que nous estimons que, n'oublions pas que c'est un droit, le droit de vote. Si aujourd'hui, on pense que le résultat auquel on est parvenu, on ne peut pas, j'allais dire donc, il faut repartir pour donc récolter d'autres voix, nous, à la majorité, on est ouvert pour regarder donc les propositions qui seront faites. C'est vrai que ça permet donc de désigner les dirigeants et tout, mais le pays a beaucoup de problèmes. Nous avons parlé de 30 milliards ici. On ne va pas continuer parce que repartir voudrait dire qu'on va encore relancer la machine, non, on va encore injecter des sous pendant que nous avons des problèmes. S'ils ne sont même pas réglés, même le processus électoral sera hypothéqué. Donc je crois que c'est à l'ensemble de la classe politique donc, de regarder. Nous ne sommes pas fermés. Si donc les discussions sont ouvertes, on va donc donner nos contributions, mais nous restons donc ouverts. Mais nous avons donc comme souci que nous puissions arriver à organiser donc des élections vraiment immaculées, de sorte à ce que ça ne souffre d'aucune contestation pour préserver la paix sociale au niveau du Burkina Faso. Bon, deux choses. La question qui se pose, c'est quoi? Est-ce que l'ambition au départ, c'était donc d'avoir une participation symbolique de la diaspora, ou bien c'est une participation effective? Ça, c'est la question. Non, c'était une participation effective, puisque les projections, c'était 2 millions. Oui, 2 millions. Okay. Si c'est une participation effective, ça veut dire qu'on doit demander à la CENI, comme le doyen Siaka l'avait soulevé, ça fait 30 milliards. Est-ce qu'aujourd'hui, la CENI a tout dépensé? Bon, ou du moins, il y a de l'argent qui permet donc de continuer le travail, de relancer le travail, ou sursoir tous les processus et aller aux élections avec ces chiffres-là. Voilà, ça c'est la première question. Bon, la deuxième aussi, c'est il faut aussi toujours demander à la CENI. Aujourd'hui, quelle est l'analyse que la CENI fait concrètement donc de la situation? Voilà. Est-ce que ceux qui y étaient, est-ce qu'il y a possibilité, puisque quand vous regardez dans les pays,
les gens peuvent être immatriculés nombreux dans un pays, mais n'y résident pas. Est-ce que... Comment ça? Par exemple, je peux être immatriculé au niveau donc de l'ambassade, mais je réside en tout cas dans un pays loin du lieu d'enrôlement. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que la CENI travaille avec les délégués donc, de la diaspora pour savoir concrètement les lieux de concentration donc des la communauté, oui. Voilà, pour pouvoir aller très vite. Voilà. Je crois qu'ils le savent d'ailleurs. S'ils le savent, je pense que c'est une piste qu'ils peuvent exploiter. Bon, si toutefois ils veulent une participation effective de la diaspora. Mais vous, au niveau de l'opposition, quelle est votre position? Vous êtes comme proroge, ou vous êtes qu'on arrête, ou vous êtes même comme... On revienne sur cette décision de permettre au Burkinabé d'explorer. La CENI avait indiqué le 21 ou bien c'est le 9 janvier que c'est en fin juillet qu'ils allaient faire tous les points. Si pendant ce temps, on peut encore trouver un temps pour continuer le travail, nous, on ne trouve pas d'inconvénient. Mais si la CENI pense que les moyens sont insuffisants pour continuer le travail, ça aussi, c'est quelque chose à voir avec l'ensemble donc, de la classe politique. Et nous ne pouvons pas décider. Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, on dit que c'est une volonté politique et je pense que ces gens-là devraient travailler à accomplir en tout cas cette volonté politique. Nous ne pouvons qu'accompagner. Mais au niveau de l'opposition, là, vous comptiez beaucoup sur les voix de l'extérieur, non? Ce sont des Burkinabés, ce sont nos citoyens. Donc, en principe, on doit compter sur tous les Burkinabés, y compris bien sûr la diaspora. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Savadogo. On va continuer, bien sûr, dans la dynamique de ce débat. Monsieur Badra, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a quelque peu intrigué. Vous avez dit que la CENI est indépendante, ça c'est vrai. Vous avez dit aussi que la CENI a un calendrier qui n'est pas le vôtre. Non, ben, je ne saisis pas très bien le fond de la question. C'est vous qui l'avez dit. Non, mais je veux simplement qu'on déconnecte la CENI du gouvernement. Voilà, c'est vrai que la CENI agissant donc sur le territoire burkinabé, en tout cas, il n'y a rien à faire. L'État a donc cette responsabilité d'organiser des élections transparentes. Mais la classe politique dans son ensemble a convenu qu'il fallait trouver un organe indépendant qui va donc s'occuper de l'opérationnalisation du processus électoral. Donc la CENI, composition tripartite, majorité opposition, société civile. Donc pour rendre, et là vous ressortez le caractère indépendant de la CENI. C'est ce que j'avais voulu dire. Pour dire qu'en réalité la CENI est indépendante, cela suppose que c'est elle qui maîtrise son agenda. Voilà. Donc au niveau donc, de la lettre du Premier ministre dont on parlait tantôt, qui demandait à ce qu'on attende le vote de la loi, en réalité le président de la CENI a fait valoir un argumentaire basé sur effectivement leur calendrier. Et que si on reportait, peut-être qu'on serait donc un peu forclos pour pouvoir donc rester dans le calendrier qu'ils ont à leur niveau. Monsieur Koulibaly, quels sont les scénarios possibles au vu de ces résultats? Vous ne m'aviez pas demandé qu'est-ce qu'on fait des chiffres de l'enrôlement. Dites-nous alors. Oui, allez-y. Pour moi, les choses sont très claires. On va aux élections avec les chiffres. Il y a 22 000? Oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a longtemps que le principe du vote des Burkinabés de l'étranger est en question. Mais ils ont manifesté leur désintérêt. On doit inscrire cette dimension de la participation politique dans son principe symbolique. C'est-à-dire, dorénavant, les Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso participent aux élections. Les éléments qui sont évoqués, les chiffres qui ne sont pas soi-disant satisfaisants, c'est des choses qui peuvent se corriger au fur et à mesure, à mon sens. Mais il faut inscrire ce principe pour la simple raison que si on ne le fait pas, on ne sait pas jusqu'à quand on va encore reporter ce vote-là. Donc, à mon avis, il faut y aller. Le nombre qui a été obtenu, il pose problème parce qu'on a un comparatif de 2 millions, etc., etc. Mais quand on vient au plan national, on n'est pas loin de la même situation. Rappelez-vous, en 2014, il y a eu un enrôlement et l'engouement n'y était pas du tout. En 2015, comme on estimait que l'ancien régime peut-être n'était pas incitatif pour les citoyens d'aller voter, puisqu'on pensait qu'on voulait faire un référendum, etc., et que les gens ne voulaient pas, c'est pour ça qu'ils ne s'étaient pas enrôlés. On a fait un autre enrôlement en 2015, mais il a donné encore moins. Les résultats, vous vous rappelez très bien. Donc, c'est la tendance à la désaffection, en fait, qu'il faut retenir. Et soit on inscrit une règle en disant, tant qu'on n'a pas tel pourcentage de la population, on ne vote pas, ou bien les votes ne sont pas valides. Et ça, ce serait se saborder, parce que si on n'a pas effectivement les chiffres, on fait comment? Donc finalement, on est obligé, étant donné que le vote est un droit, de le considérer comme tel. On organise les élections, on fait en sorte que la participation soit la plus large possible, pour parler d'élections équitables. Mais au finish, c'est ce qu'on a récolté qu'on considère. On est obligé de rester sur ces fondamentaux-là. D'accord. Voilà. Maintenant,
l'augmentation de la participation, c'est un travail qui relève des politiques. C'est écrit dans la Constitution. Ils participent à l'animation du débat politique, à la participation, etc., etc. Donc, il faut peut-être révisiter leur mandat sur la base donc des appuis financiers que l'État leur accorde pour inscrire peut-être des obligations pour eux de produire un certain nombre de résultats en termes d'enrôlement, par exemple. Comme sur le quota. Comme sur le quota. Mais justement, là, on va augmenter leurs responsabilités. Absolument. Et peut-être avoir plus de résultats à ce moment-là. Justement, quand vous parlez d'obligation, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est parce que nos textes n'ont pas prévu les candidats de la diaspora, par exemple le député de la diaspora ou le candidat à la présidentielle que pour les législatives, je crois que c'est prévu. Hein. Non, ce n'est pas prévu. Non, pas encore. C'est la présidentielle. C'est la présidentielle. Voilà. Donc, mais je crois qu'un mois de nous, on en a parlé. Les représentants de la diaspora à l'hémicycle, mais finalement, ce n'est pas prévu pour l'instant. Peut-être que ça a démotivé quelque peu les... Je pense qu'il y a un ensemble de situations qui ont entraîné le désengouement, si vous voulez, de ces Burkinabés de l'extérieur. Parce que le simple vote est un acte, mais les intéresser par d'autres éléments comme avoir des représentants, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant. Parce que figurez-vous que les distances dont on parle ne sont pas à minimiser dans le cas des Burkinabés de l'étranger. Alors, il a évoqué le cas de Vavois ici par rapport à Soubré ou à Abidjan. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment motivé pour le faire. Et là, être motivé à grande échelle, c'est difficile à organiser. Pour la Côte d'Ivoire, on a évoqué les questions des pièces, carte consulaire ou pas. Mais pour la France, ça ne s'explique pas. Parce que tous ceux qui sont en France disposent des passeports. Mais pourtant, regardez, les chiffres ne sont pas bons. C'est-à-dire qu'au-delà des questions purement administratives, il y a aussi l'aspect politique qu'il faut considérer. Ça veut dire que les gens ne s'intéressent pas à la vie politique du Burkina? Non. Ça peut être aussi une posture politique. Ça peut être un message qu'on envoie voilà, aussi. C'est exactement. C'est ce que Badra a bien dit. Il a bien reconnu leurs responsabilités à ce niveau-là. Mais est-ce que ce n'est pas aussi peut-être par l'image que donnent nos hommes politiques? Oui, bien sûr. M. Badra Ouedraogo. Quelle image? Moi, je ne veux pas qu'on pense que le politique, parce que, c'est comme la peste. Non. Non, c'est pas une peste, mais c'est. On n'est pas pense que satisfait. On pense que quand on veut passer par les raccourcis, il faut y aller en politique. En vérité, je vais vous faire observer ces derniers temps l'engouement des jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'affirment en politique. Ça veut dire qu'en réalité, le constat est clair qu'il y a donc un échec en termes d'offres politiques, n'est-ce pas? La responsabilité à nos aînés, c'est clair. Donc là, on ne peut pas... La responsabilité à qui? Oui, à nos aînés. Et vous n'êtes pas responsable? Non, mais attendez, je suis en train de venir, parce que tout le monde sera jugé au pied du mur. Ok? Nous également, en tant que jeunes, on a peut-être pu accompagner à un moment donné dans l'erreur. Mais il faut le reconnaître et puis corriger. Donc c'est pour dire qu'en réalité, la désaffection, la crise qu'il y a entre le politique et le citoyen, c'est une crise qui est, le fossé, il est abyssal. Il n'y a rien à faire. Donc il y a un travail à faire de responsabilisation et d'offres politiques alléchantes pour que nous puissions repartir faire la cour aux citoyens pour qu'ils s'intéressent à la politique. Sinon, en réalité, on fait la politique pour quoi? Est-ce que vous êtes inquiet pour les élections présidentielles à venir? Non, pas inquiet dans le sens de dire qu'il n'y aura pas élection ou que le taux de participation va chausser, mais c'est des souhaits que nous sommes en train d'émettre, de voir l'ensemble des Burkinabés, en tout cas qui sont en âge de voter, participer donc à l'élection, qui est donc un devoir citoyen. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire qu'ils viennent vous sanctionner s'ils ne sont pas satisfaits de votre bien sûr, bien sûr, c'est le but de la manœuvre. C'est le but de la manœuvre et nous devons pouvoir donc encourager cela. Voilà pourquoi j'ai dit, pendant que nous ne sommes pas en période de campagne, ni le jour donc du scrutin, ou témoin donc de la proclamation des résultats, quand quelqu'un dit que la diaspora vote opposition, bon, moi je crois que c'est pour cela que j'ai dit que c'est peut-être une aberration que je mets en griffe, mais on n'a pas effectivement de possibilité de pouvoir tester ça d'abord. Parce que nous aussi, en tant que majorité, nous avons fait les mêmes pays, nous avons fait la mobilisation et tout le monde a vu aussi. Mais à l'arrivée, on constate que ceux qu'on a drainés dans les stades ou dans les grandes salles n'étaient pas des gens qui étaient donc intéressés par le vote. Maintenant, la faute à qui? La faute à nous. Et il faut qu'on puisse tirer le leçon. Mais je veux, au-delà de tout, poser la problématique du coût de nos élections. Allez-y. Personnellement, je suis très irrité quand on me dit que pour l'élection de 2020, on met près de 100 milliards. 100 milliards ou 100 milliards? 100 milliards. Wow. Mais je voudrais dire que la démocratie a un prix. Oui, c'est ce qu'on dit. Il y a des gens qui ont payé leur peau. En réalité, c'est un argument, à mon sens, assez simpliste de dire ça. Parce que nous pouvons gagner des économies substantielles
dans l'organisation de nos élections sans coup férir. En quoi faisant? En modernisant simplement l'administration. Vous voyez, par exemple, au Mali... Il y a un travail qui revient à qui? Non, j'allais en venir. Vous savez, moi, je ne suis pas... Non, écoutez, moi, je ne suis pas de ces éléments de la majorité-là qui disent les choses. Moi, je suis quelqu'un de très objectif dans mes analyses. Et ça, je le revendique. Je dis, on nous gagnera à moderniser donc l'administration. En faisant quoi? L'état civil. On n'a pas d'état civil presque. Ce qu'on fait actuellement, l'enrôlement, on aurait pu gagner des économies substantielles simplement en adossant le fichier électoral à l'état civil. C'est mécanique. Tous les nouveaux majeurs qui vont arriver par année sont automatiquement... Vous faites ces propositions-là à l'intérieur de la majorité? Non, c'est la classe politique. Oui, c'est sur la table, ça se discute, mais on ne va pas dans le fond des choses. Donc moi, j'ai plutôt l'impression... Donc c'est de la politique politique. Oui, il ne faut pas prendre... Notre pays a tellement de préoccupations et tellement donc de priorités qu'il faut encore revenir pour injecter des budgets assez Vous nous dites, vous qui êtes de la majorité, M. Badra, vous nous dites ce que les gens ont envie d'entendre, Imatoulaye, parce que ça ne se fait pas. Non, je vis ça. Je vis ça. Moi, je vous ai toujours dit que la majorité, pour nous, à notre entendement, c'est le premier type d'opposition à l'État, le premier type d'opposition au gouvernement. C'est comme ça que nous concevons ça. Voilà. D'accord. Donne la parole à monsieur. Bon, moi je voudrais que si on met l'accent sur les coûts, on risque en tout cas de perdre beaucoup de choses. Parce que, comme je le disais, la démocratie a un coût. Si vous regardez aujourd'hui l'incivisme et le manque d'autorité politique, tout ça, mais les citoyens ne se sentent pas en ceux qui les gouvernent. Et tout simplement, c'est la crise donc, de la représentativité. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il faut payer le prix donc, de cette mobilisation. Je ne voulais pas le dire, mais je suis obligé de dire à Roger Sawadogo que depuis là, c'est toujours l'État, mais l'État c'est une continuité. Je note que le président du MPS, professeur Loada, était ministre de la Transition. Mais ça, c'est propre. Non, je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, on a un élément concret sur lequel on peut débattre. C'est-à-dire que le vote des Burkinabés de l'extérieur est rentré dans l'ordonnancement juridique au Burkina Faso. Je l'ai dit, reconnaissons donc ce mérite au président Roch Marc Christian Kaboré. Parce que la transition l'avait rejeté au calendrier grec. Et je précise que le président du MPS était ministre à l'époque sous la transition. Mais quand vous parlez de la continuité de l'État, c'est propre également, ou même aujourd'hui. Mais bien sûr, quand c'est bien, c'est... Non, on ne s'en débite pas, mais quand on veut faire comprendre que c'est la majorité, quand c'est pas bien, chacun, M. Chaka Koulibaly, pour lui, il pense qu'il faut aller aux élections avec ces 22 000. Est-ce qu'au niveau de l'opposition, pour vous, c'est faisable? M. Badra, est-ce qu'également à votre niveau, 22 000, c'est faisable? Donne d'abord la parole à M. Sawadogo, on revient. Si on n'a pas le choix, c'est faisable. Mais il faut qu'on soit préparé aux conséquences. Parce que si vous prenez la diaspora, ça fait environ 2,5 millions. Bon, disons 1 million d'électeurs possibles. Les 1,5 million, si vous enlevez 2,5 millions dans 10 millions, c'est 25%. Et dans les 75%, il y a encore, en tout cas, un bon nombre qui ne vont pas participer. Donc, au final, on va se retrouver avec 50%, un président qui va être élu sur la base donc, de la minorité. Voilà, donc c'est un président... Bon. Mais ça, c'est pas surprenant, ça a toujours été comme ça. Oui, ça a toujours été comme ça, mais comme les causes, ou du moins les problèmes sont connus, nous n'avons pas travaillé à ce que les mêmes problèmes ne se répètent pas. Et c'est ça, aujourd'hui, nous accusons, en tout cas, le gouvernement de n'avoir pas mené des initiatives dans ce sens pour préparer l'opinion nationale et internationale, la diaspora surtout, à s'y investir, à s'y impliquer. C'est ça le problème. D'accord. M. Siaka a dit ici que c'est un processus. On vient de commencer. Moi, je crois que c'est vrai que cette question, on la prend avec beaucoup de passion. C'est pour cela que je dis, revenons un peu à la raison, posons les questions clairement et froidement. Ce n'est qu'un début. On vient de commencer. On a eu 23 000. Et il a fait référence au plan national pour dire qu'en réalité, en termes de proportion, c'est qu'on mobilise le potentiel réel électoral au plan national et ceux qui s'inscrivent réellement sur le fichier électoral, c'est peut-être dans les mêmes proportions. Donc c'est un début. Mais je dis, l'élection, si cette question est posée, la classe politique dans son ensemble va apprécier. Nous estimons qu'aujourd'hui, que ce soit avec les 23 000 ou pas, évidemment, les bureaux de vote seront ouverts sur la base donc, des 500 immatriculés dans les ambassades et les consulats. Donc l'élection sera organisée dans ces 22 pays. Mais rien ne nous prouve aussi qu'en repartant pour faire donc un ratissage, que l'on va avoir plus que ça. Donc c'est pour cela que je dis qu'en réalité, c'est ensemble. Opposition, majorité, nous devons donc, peut-être cette question est posée. Pour le moment, c'est 23 000 et l'élection va se passer sur la base donc, de ces 23 000. Et je pense qu'il faut respecter ces 23 000 inscrits et le choix qu'ils vont faire. Parce que aussi il y a un discours, quand on dit que c'est 23 000 et on met dans le subconscient des gens comme si l'élection était en pointillé, non, il faut les rassurer
que ces 23 000, c'est des Burkinabés. Ils vont voter. Maintenant, ceux qui... Ça a été déjà décidé qu'ils vont voter? Mais ils vont voter. Je vous ai dit que sur la base de la loi, 500 000 immatriculés dans une ambassade, un consulat, il y a un bureau de vote qui est ouvert. Voilà. Monsieur Badra, on reste avec vous très rapidement pour le mot de la fin. Non, moi je voulais vous remercier pour l'invitation au nom de la majorité et puis remercier l'ensemble des participants. En tout cas, c'est un très bel exercice que nous n'allons pas hésiter à chaque fois que le besoin de revenir donc pour peut-être nous y prêter. Merci à vous et que Dieu continue de bénir le Burkina Faso qui a fortement besoin de sécurité et de paix. Merci. Merci à vous, M. Ali Badra Ouedraogo de la majorité. M. Saoudgo. Merci aussi à vous. Moi, je voudrais en tout cas lancer un message, en tout cas à l'endroit donc de la jeunesse auquel moi-même j'appartiens. Je voudrais en tout cas inviter l'ensemble donc des Burkinabés à sortir nombreux pour se faire enrôler, pour participer aux élections. Parce que c'est la révision du fichier, ça commence le 3 février. C'est ça, c'est ça. Oui, M. Badra, vous dites? Donc, bon, je ne sais pas si M. Badra a quelque chose à... En tout cas, normalement, ça devrait commencer le 3 février. Oui, c'est ce qui est prévu. Mais nous, on s'en tient toujours à ça. Nous sommes en train de préparer nos militants au regard donc de ces calendriers. Et donc, je voudrais inviter les jeunes, en tout cas, à s'enrôler, à regarder ce qui se fait au niveau donc des partis, en particulier au MPS. C'est vraiment un travail formidable qui s'est fait pour la participation donc des jeunes aux élections à venir. Monsieur Chaka Koulibaly, analyste politique, on termine avec vous. Pour moi, comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un processus. Le calendrier électoral ne vient que de commencer avec l'enrôlement de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Nous allons passer à la phase de l'enrôlement à l'intérieur. Et pour ceux qui s'émeuvent donc du chiffre obtenu auprès de nos compatriotes, qu'ils attendent de voir ce que ça va donner à l'intérieur. Étant donné le contexte dans lequel on se trouve, les déplacés dont le sort n'a pas été tout à fait résolu. Le lundi dernier, la CENI a présenté une étude avec des scénarios, pas des solutions. Il a présenté avec des scénarios. Donc il faut que la classe politique encore nous dise qu'est-ce qu'on fait de ces déplacés-là. Donc c'est des questions qui sont en suspens, qui vont forcément minorer les résultats de l'enrôlement. Parce que déjà quand les gens étaient dans leur lieu de résidence normal, les taux n'étaient pas bons au fil des années. Maintenant qu'ils sont en déplacés, ils sont dans l'angoisse. Est-ce qu'ils vont retourner sur leur lieu d'habitation? Qu'est-ce qui va arriver de leurs biens, etc., etc. Est-ce que venir les solliciter pour s'enrôler, est-ce que ça va fonctionner? Donc je crains qu'on ait des chiffres aussi minables, si on m'excuse le terme, par rapport à l'enrôlement à l'intérieur. Ce qui veut dire que notre démocratie, notre gouvernance, d'une manière générale, est en difficulté. Et c'est là où le besoin donc d'un dialogue national, comme on le dit par ailleurs, devient de plus en plus pressant pour que ces grandes questions-là soient quand même visitées par les acteurs et qu'on puisse ensemble trouver la solution. Même si la solution n'est pas bonne, si elle est consensuelle, au moins la responsabilité des uns et des autres est dégagée. Et ça, je crois que c'est un minimum aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Mesdames et messieurs, ce sont sur ces propos que va prendre fin votre émission de débat de ce jour. Nous nous sommes arrêtés sur le faible taux de participation à l'enrôlement biométrique des Burkinabés de l'extérieur. Nous avons essayé de comprendre avec nos invités les causes et les conséquences politiques sur les prochaines élections à venir. Et nous avons reçu M. Roger T. Sawadogo, qui est secrétaire à la formation politique du Mouvement patriotique pour le salut MPS du professeur Augustin Louada. Il était là au titre de l'opposition. Nous avons également reçu M. Ali Badra Ouedraogo, qui est président du RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Il était là également au titre de la majorité. Il est secrétaire à la communication et porte-parole de l'APMP, l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. M. Saka Koulibaly, analyste politique, était avec nous également. À la prise de son et à la réalisation, vous aviez Laurentine Compaoré et Augustin Zabsonré. Au micro, j'étais avec mon confrère Jean-Gilbert Ronga. Moi, je suis Bénédicte Zouré Sawadogo. À la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Au revoir. C'était À vous de juger, une émission de débat sur la RTB Radio.